Bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mag. Pour le meilleur de ce qu'il y a à voir ici ou là-bas, eh bien c'est maintenant. Dans ce journal, nous allons partir à Venise. En marge de la sélection officielle, un long métrage fait polémique, un premier film pour la semaine de la critique. Il est titré Villa Touma, il est réalisé par une cinéaste israélienne arabe, Shoua Araf. Présenté sous drapeau palestinien, financé en partie par Israël, il est à Venise, au final sans nationalité. Au sommaire également, nous recevrons le photographe Sacha Goldberger. On va vous montrer son travail. Des super-héros en mode portrait du XVIIe siècle, Hulk, Blanche-Neige ou Superman, comme s'ils avaient été peints par les maîtres hollandais ou belges. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Hi 24 News. Direction la Mostra de Venise. Alors oui, Al Pacino, Catherine Deneuve ont gravi, marché, foulé le red carpet avec grâce. Mais en marge du glamour, une polémique née en Israël y a trouvé écho. La polémique est liée au film Villa Touma. Il n'a plus d'identité. Les explications de David Gombin. Une polémique lancée il y a plus d'un mois, mais qui atteint son apogée à l'occasion de la Mostra de Venise. En cause, un film, Villa Touma. Sa réalisatrice Shoua Araf se définit comme une Palestinienne détenant la nationalité israélienne. Reconnue sur la scène internationale, elle n'en est pas à son premier film. Scénariste acclamée, elle est connue pour La fiancée syrienne et aussi Les citronniers d'Eran Riklis. Puis, elle se lance dans la réalisation. Le documentaire d'abord avec les femmes du Hamas. Et maintenant donc son premier long métrage Villa Toumi, contant à la manière de Tchekhov le destin de 3 sœurs chrétiennes dans le Ramallah de l'après-guerre des 6 jours. Un film diffusé cette semaine à la Mostra de Venise, mais catégorisé en tant que film palestinien. Et c'est là que le bas blesse. Ce film a été produit essentiellement à partir de fonds institutionnels israéliens. Le fonds pour le film israélien à hauteur de 280 000 euros, 130 000 euros du ministère de l'économie et 26 000 de la loterie nationale. Peut-on parler de film palestinien alors que celui-ci n'aurait pas vu le jour sans un soutien israélien? Ce n'est pas l'avis du Fonds pour le film israélien. Une décision de son conseil a recommandé à Limor Livnat, la ministre de la Culture, de demander un remboursement de la subvention publique. Pourtant, Shoua Araf, dans un effort de consensus, avait proposé d'enlever la mention Palestine et de préciser que le film n'avait aucune nationalité. Que nenni Limor Livnat tient à ce que ces fonds publics soient remboursés aux contribuables et aurait déjà engagé une procédure. Projeté ces jours-ci à Venise, puis la semaine prochaine au TIFF de Toronto, espérons que le film saura être jugé, peu importe sa nationalité. Et avec nous sur le plateau, David Gombin. Bonjour. David, Villa Touma est passé à Venise dimanche soir. Quel a été l'accueil pour ce film? C'était un accueil plutôt frais, pour le moins qu'on puisse dire. Le Hollywood Reporter, le célèbre magazine américain, a dit de ce film qu'il est stylistiquement aussi démodé que le sont les 3 sœurs du film, donc les personnages. C'est pas vraiment un compliment. Et puis, il y a le fanzine italien Sentieri Selvaggi, les Sentiers Sauvages, qui a donné un commentaire plutôt favorable et qui a surtout tenu à dire que le contexte n'était pas du tout politique, puisque le film a été tourné en quasi-intégralité en vase clos. Alors, on a bien compris, Villa Touma était réalisé par Shoua Araf, une Israélienne arabe, avec en partie de l'argent du gouvernement israélien, puis aussi un petit peu allemand, je crois. Donc, la polémique sur la carte d'identité de son film est sortie en Israël. Qu'est-ce qu'elle dit, elle, Shoua Araf, maintenant, pour se défendre? Eh bien, écoutez, tout d'abord, il faut savoir que cette polémique a été déclenchée en contexte de guerre. Donc, elle a tenu à attendre un petit peu ce que les passions s'apaisent pour répondre à ces critiques. Elle a publié une tribune dans le quotidien israélien Haaretz, dans lequel elle donne plusieurs arguments. Alors, le premier, c'est que, tout d'abord, selon elle, un film appartient à son créateur et non pas à son financeur. Et donc, elle se réserve le droit, en tant que créatrice, de décider quelle est l'identité de son film, et sûrement pas le financeur. Ce qu'elle note aussi, c'est que des films israéliens, de nombreux films israéliens sont en fait des coproductions européennes, à l'instar du film Lebanon de Samuel Maoz, qui avait reçu la majorité de ses fonds d'Allemagne, et personne n'avait pensé à l'époque à
à dire que c'était un film allemand et pas israélien. Et puis enfin, quand on lui dit qu'elle devrait remercier ses bienfaiteurs, elle lui répond que ce n'est pas du tout une faveur. Ce fonds, il est financé par les contribuables israéliens. Il faut savoir que 20% de la population israélienne est arabe, elle paye ses impôts. Elle est donc en droit de récupérer une partie de ses impôts sous la forme de projets cinéma. Et il se trouve que selon elle, moins de 2% du budget du cinéma israélien est alloué à des projets arabes. Merci beaucoup David Gombin. Je rappelle que le film israélien de Amos Gitaï, qui est également à Venise, il représente à la fois la France et puis l'Italie. Donc ce n'est pas la première fois que les films n'ont pas beaucoup d'identité. Merci David Gombin. On va rester dans les images. À suivre, le monde du photographe Sacha Goldberger. Il a shooté les super-héros comme les maîtres hollandais, les peignés au XVIIe siècle. Mais avant cela, voici l'agenda des expositions. Le Diver Festival 2014 tente d'aborder la politisation de la danse. Pendant 3 semaines, ce festival se déroule un peu partout dans la ville et présente des chorégraphies d'Israël et de l'étranger, propose débats, projections et ateliers. Le but, explorer à travers la danse la société israélienne en la confrontant au thème de la sexualité, de l'occupation et de la guerre. Un festival organisé au théâtre Tmouna à Tel Aviv jusqu'au 23 septembre. Avez-vous déjà rêvé de grandir au sein même de la Maison Royale au Palais de Buckingham à Londres? Si oui, foncez à l'exposition Enfance Royale. 250 ans d'enfance royale avec une expo rassemblant des objets d'archives tirés de la collection royale et encore aujourd'hui propriété de la famille Windsor. Jouets favoris, trésors familiaux, vêtements princiers, mais aussi films familiaux inédits. Avec tous ces souvenirs, vous pourrez véritablement rentrer dans les habits royaux et comprendre ce que cela veut dire que de grandir à Buckingham. Jusqu'au 28 septembre. Depuis 1972, le Festival d'automne est une référence en matière d'art dans la capitale. Avec près de 50 événements et plus de 100 000 visiteurs annuels, voici une excellente occasion pour les jeunes artistes de se faire connaître et de montrer leur talent. Un festival célébrant l'art contemporain et toutes les formes d'art sans discrimination. De septembre à décembre, théâtre, danse, cultures ou musique, l'important c'est que ce soit innovant. Jusqu'au 31 décembre. On va passer à la photo maintenant avec un artiste à suivre, Sacha Goldberger. Il est photographe français, on le connaît pour son travail formidablement émouvant, très drôle, très décalé sur la vieillesse. Sacha Goldberger avait photographié sa grand-mère, Frédérica, 95 ans, une survivante de l'Holocauste qu'il a mise en scène dans des situations cocasses, absurdes. Et il en a tiré un livre et une exposition qui a fait littéralement le tour du monde. Elle est passée à New Delhi, à Bilbao, elle est passée par Paris ou encore, ou même Palm Beach. Voilà. Sacha Goldberger, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez eu l'extrême gentillesse de venir sur le plateau du Culture Mag pour nous parler en exclusivité, en avant-première, de 2 nouveaux projets. Le premier, les images vont parler d'elles-mêmes, est extraordinaire. Ça s'appelle Super Flamand. Et vous vous êtes amusé à détourner les super-héros de notre enfance en école flamande, 15, 16 et 17e siècle. Vous savez, c'était compliqué parce que ça fait 8 ans que je travaille sur le même projet, c'est-à-dire ma grand-mère. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai beaucoup travaillé le sujet. Et puis la question se pose, c'est qu'à un moment, on termine, il faut passer à autre chose. C'est quoi? Voilà, c'est quoi la suite? Et je pense qu'il y a une espèce de photo blues, de baby blues, où il y a une espèce de vide. Et en cherchant un petit peu, en fait, il s'avère que j'ai quand même un certain nombre de choses, de passions dans la vie, entre autres la peinture flamande. Depuis très longtemps, je suis né avec des tableaux flamands. Il n'y a pas un pays dans lequel je ne visite pas le musée. Et les super-héros parce que le travail sur ma grand-mère, parce que créé par des juifs d'Europe centrale, parce que ce sont des personnages qui sont là au cinéma et qui sont toujours... Et la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui se passe si demain, si Superman était né au XVe siècle, hein? Qu'est-ce qui se passe si Hulk avait été peint par Van Eyck? Voilà, c'est quoi? Comment ça se passe? Alors justement, je lisais dans le petit dossier de presse que vous nous avez donné qu'il y a eu 2 ans de travail, une quantité colossale, 110 personnes qui ont travaillé sur le projet. Pourquoi une telle quantité de gens? Pourquoi une telle quantité d'efforts? Alors qu'à l'époque, Van Eyck ou même Rembrandt avaient dû peindre tout
simplement avec leur petit pinceau? Vous savez, alors déjà, ce qui est difficile, c'est que quand on fait des sujets et que ça fonctionne et qu'on est exposé dans le monde entier, le sujet suivant, il doit être au niveau. Donc quand j'ai eu cette idée-là, je me suis dit, bon, maintenant, comment le faire? Comment est-ce qu'on fait pour avoir Superman? Donc dans les 2 ans de travail, il y a à peu près 8 mois avec une casteuse, 8 mois de casting, pour trouver les gens qui ressemblent, mais qui ressemblent vraiment. C'est-à-dire que je voulais pas faire des sosies d'eux. Je voulais qu'on se dise, c'est Superman qui a été peint ou photographié au XVIe siècle, XVe siècle. Donc il y a ça. Ensuite, quand on a fait le shoot, il y a 5 costumières qui ont fait des costumes sur mesure, 12 maquilleuses coiffeuses, il y a des effets spéciaux. Et si vous additionnez les gens entre ceux qui ont posé, ceux qui ont donc effectivement fait les costumes, le maquillage, les effets spéciaux, à la fin, je suis arrivé à 110, qui est un chiffre énorme. Voilà. Blanche-Neige façon Van Eyck. Alors, quelle est la difficulté dans la lumière? Parce que bon, on sait bien que l'école flamande, c'est une école de la lumière. Quelle est la difficulté pour un artiste photographe d'arriver à transformer nos super-héros façon école flamande en termes de lumière? Alors, il y a plein de choses. C'est-à-dire que les super-héros, ils viennent des États-Unis. Ils sont souvent très éclairés, très, très clairs, très souriants, et très vivants. Alors que dans la peinture flamande, c'est le clair-obscur qui a valeur de raison. Et surtout, c'est que les personnages, au niveau des attitudes, sont toujours un petit peu, soit dans la pose, mais il y a une espèce de romantisme, de tristesse. Ils sont très humains. Et c'était très intéressant parce que tout d'un coup, de se retrouver avec une Catwoman très humaine et pas du tout super-héroïne, mais plutôt, voilà, j'avais envie de les remettre dans l'Europe, si vous voulez. Et l'Europe, on a quand même une espèce de culture voilà, du romantisme. Alors là, on voit les inspirations. J'aimerais bien qu'on revoie les images de vos super-héros, parce que les primitifs allemands, par exemple, on sait qu'à un moment donné, ils ont arrêté de peindre de profil pour peindre de face. Or, vos super-héros, en mode 2014, sont tous de face. Alors, ils sont pas tous, mais c'est vrai qu'ils sont souvent de face ou de 3/4. C'est très très drôle. J'avais beaucoup de références. Ça fait un moment que je travaille sur le sujet. J'avais d'abord fait une série de jeunes femmes avec des animaux, et effectivement, vous savez, ce qui est très amusant, c'est que par exemple, quand on commence à faire la photo, on ne sait pas exactement ce qu'on va avoir. Je me suis retrouvé avec Hulk, donc maquillé, habillé, en tenue, etc. Et la première chose qu'il a faite, c'est de me faire du Hulk, c'est-à-dire qu'il a commencé à me faire les muscles. Et j'ai fait des photos pendant un quart d'heure, et au bout d'un quart d'heure, je me suis dit, ça marche pas, c'est pas ça, j'ai pas mon truc. Et j'ai fait venir un fauteuil, et j'ai dit au type qui était en train de me faire Hulk, je lui ai dit, écoute, fais-moi une dépression là, assieds-toi, regarde par terre, laisse-toi aller. Et tout d'un coup, le type s'est laissé aller, il a posé ses bras, et il y a eu une espèce de magie qui s'est opérée, et tout d'un coup, en le photographiant, j'ai compris que j'avais en tout cas réussi à capter ce que moi je cherchais à avoir. C'est très réussi. Et donc, ça va être exposé à Paris début septembre, voilà, à la School Galerie. Et vous nous les avez montrés en avant-première et on vous en remercie. L'autre exposition, encore peut-être plus difficile, j'imagine, parce que vous l'avez consacrée à ce que moi je vais appeler une communauté, une secte, une arborescence du judaïsme. Ce sont les Lubavitch. Et vous les avez traités à votre façon, en mode un peu rock'n'roll. Alors déjà, pourquoi les Lubavitch? Est-ce qu'il y a une volonté communautaire là-dessus? Vous savez, ça fait longtemps que je travaille sur plein de sujets différents. À chaque fois, on me dit, c'est très bien, vous avez parlé de la vieillesse, vous avez montré le côté positif de la vieillesse. J'ai fait une exposition au musée de Rio, de ce qui s'appelle le CCB, et j'ai eu une interview, et la jeune femme me dit, c'est formidable le travail que vous avez fait sur la vieillesse, qu'est-ce que vous feriez pour les favelas? Et j'ai dit, écoutez, moi je pense que j'essaierai de donner une autre opinion des favelas et de faire un sujet détourné. Et en rentrant à Paris, je me suis dit, mais c'est bien de faire les favelas, la grand-mère, mais le judaïsme, personne n'en parle. Est-ce qu'il ne serait pas temps de... On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que personne n'en parle au niveau du photographique. Il n'y a pas eu de traitement. On n'a pas eu vraiment beaucoup d'images photographiques. Moi, j'en connais très peu. Et je me suis dit comment traiter le sujet pour essayer de le montrer un peu différemment. Mais pourquoi les Lubavitch? Parce que c'est vrai qu'ils ont un esprit très ouvert comparé aux ultra-orthodoxes, même si les gens ne font pas trop la différence. Pourquoi eux que vous avez mis dans des situations très particulières? Alors c'est très simple. D'abord, ça fait partie de ma culture. Je suis d'origine ashkénaze. Moi, on parle de Lubavitch depuis toujours. Et ensuite, parce que si moi je vous montre un juif avec une kippa et que je vous fais une photo de lui, pour moi, on ne parle pas de judaïsme. Alors que le Lubavitch avec son chapeau, son costume noir et sa grande barbe, il est tout de suite identifiable. Donc, ils ont accepté facilement de rentrer... Oui, parce que le projet était d'abord humoristique, ensuite il était positif. J'ai parlé du minyan, j'ai parlé de la mezouza, j'ai parlé qui sont des symboles du judaïsme très communautaires. Il n'y a rien qui vous échappe dans votre série?
Non. Moi, j'ai vu très peu de femmes, donc je me demandais s'il y avait aussi des femmes. Alors j'en ai fait, et puis ils m'ont Alors quand je suis arrivé là-bas, le rabbin avec qui m'avait amené à Brooklyn m'a dit attention, c'est un sujet délicat. Et quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit mais les femmes, il faut que tu parles des femmes parce que nous, les femmes sont très importantes. C'est vrai que j'en ai fait très peu. Alors j'en ai quelques-unes, et j'en ai pas mis dans la sélection qui sont là, mais il y en a. Et c'est vrai que c'était un petit peu plus compliqué parce que je voulais pas choquer. Voilà, je voulais pas faire d'histoire. Ce sont donc des Lubavitch que vous avez trouvés aux États-Unis, à Brooklyn. À Brooklyn, au 717, dans la synagogue du Rabbi Lubavitch. Donc ce sont tous des rabbins. Voilà. Et donc vous allez exposer également en France ou aux États-Unis? Il y a un livre qui va sortir à la fin novembre, début décembre. Et normalement, avec la School Gallery, on va essayer de faire une belle expo. Et je suis en train de discuter avec le Musée du Judaïsme aussi pour voir si on ne peut pas avoir une exposition à Paris. Formidable exposition photo qu'on attend avec plaisir en septembre. Merci beaucoup, Sacha Goldberger, d'être venu sur le plateau du Culture Mag. Merci. Vous êtes les bienvenus. Voilà, c'est une interview qui a été enregistrée avant ce journal. Si vous voulez voir ou revoir le travail de Sacha Goldberger, il a un website qui s'appelle sachagoldberger.com. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de votre fidélité. On va se retrouver demain à la même heure et juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News.